Salut à tous, Vincent Caraboulade, alias Papa Ours, mais sans peignoir cette fois-ci. Pour vous servir, il y a presque un mois, j'ai posté une vidéo vous invitant pour la deuxième fois à me poser toutes vos questions dans les commentaires, et j'ai dit que j'allais y répondre. J'ai pas mal tardé à y répondre pour trois raisons. La première est que je suis un branleur. La deuxième est que j'étais et suis encore très pris, mais il faut bien que je me lance pour faire cette vidéo quand même, par la rédaction de mon livre qui s'appellera Équilibre 3.0, vivre et s'épanouir dans les épreuves à venir. C'est le fruit des 3 années que j'ai passées à étudier la psycho, le développement personnel, le self-management, le management, l'entrepreneuriat, bref, tout un tas de domaines, l'innovation, la technologie, et c'est mon bébé, c'est vraiment ce que je serais le plus fier de laisser derrière moi s'il m'arrive quoi que ce soit, avec bien sûr toutes les vidéos que j'ai postées sur cette chaîne, de batterie, et de guitare et de blagues pourries. Ça me prend énormément de temps. Et la troisième raison est que j'attendais que ce soit le jour où l'on pourrait fêter les 9000 abonnés sur cette chaîne. Donc 9000 abonnés, c'est pas mal. Merci à tous de vos encouragements, de votre soutien, de vos abonnements. Je sais que ça n'a pas été une aventure toujours évidente et claire pour tout le monde, pour moi non plus. Et ce chiffre, ce nombre de 9000 abonnés risque de chuter quand je vais faire l'annonce suivante, qui est qu'il y a de fortes chances pour que la vidéo que je suis en train d'enregistrer soit mon dernier cours de batterie, du moins avant longtemps. Pour une raison simple, qui est que toute mon activité concernant le développement personnel, et vous en avez peut-être eu un bon avant-goût en visionnant toutes les vidéos que j'ai postées sur la conférence Bien-être 3.0, apprivoiser la technologie et se préparer aux épreuves à venir, c'est ce qui me tient le plus à cœur maintenant. Et la musique reste et restera mon bébé, une grande passion. Je continue de donner des cours de musique, entre 20 et 25 cours par semaine de batterie, de guitare, de piano et de chant. Donc la musique ne va pas tout à fait disparaître du paysage, je vous le rassure. Je vous le rassure, je vous l'assure, je me rassure. Nous nous rassurons. Mais pour la suite des événements, dans ce dans quoi j'ai envie de m'investir à fond, je pense que mon cœur tend vers le développement personnel. Et je pense que c'est là-dedans que j'ai la plus grande carte à jouer et que je peux apporter le plus de bien à cette petite planète. Donc, j'espère que tout ce que je vous aurai appris en musique en général et en batterie plus spécifiquement vous aura aidé au maximum. N'hésitez pas encore à me poser des questions, j'y répondrai en commentaire, mais je pense qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas directement, puisque j'ai non seulement un bon petit paquet de questions auxquelles répondre, mais aussi j'avais dans mon dernier cours de batterie sur les ouvertures de Charleston mentionné que je ferais un petit cours sur un nouveau rythme qui tue, et là en l'occurrence c'était un des feels, un des breaks, on appellera ça comme on veut, sur la chanson Map of the Problematic. Map of the Problematic de Muse. Et si vous voyez de quelle chanson je parle, vous savez qu'il y a un truc assez terrible avec des frisés, des ouvertures de caisse claire, même des ouvertures de Charleston. Caisse claire, elle s'ouvre toute seule, elle n'a pas besoin de nous. Et je vous détaillerai ça ensuite. On va commencer par les questions. Flip 2000 me demande quels sont mes batteurs préférés. Alors là, il y a matière à dire pas mal de choses, surtout si c'est ma dernière vidéo et que je vous laisse cet héritage, autant que vous repartiez sur les traces du Vincent Caraboulade, hein, quelle est la genèse de tout ça. Déjà, la genèse de tout ça, ça s'appelle Lars Ulrich et Metallica, pour une raison simple, qui est que ce qui m'a mis dans la musique, tout simplement, ce qui a fait que je suis tombé absolument amoureux de la musique, c'est le live de Metallica avec l'orchestre symphonique de San Francisco. Mon frangin s'était procuré par le biais d'un de ses potes les enregistrements en audio sur petite cassette. Et à l'époque, il m'avait déjà fait écouter du Metallica, mais j'avais tellement pas supporté que je m'étais bouché les oreilles. C'était sur l'album Ride the Lightning et c'était beaucoup trop violent pour moi, je devais avoir 8 ans. Et quelques petites années plus tard, donc je découvre l'album live avec l'orchestre de San Francisco. Et là, ça a été le coup de foudre absolu. J'ai écouté ça en boucle et il a fallu un petit moment pour qu'on se procure le DVD. Puis on s'est procuré le DVD du concert, mais on ne pouvait pas le mater parce qu'il fallait qu'on récupère la PlayStation 2 pour lire le DVD. Et donc, ce Noël-là, la PlayStation 2 était sortie, on a enfin eu le droit de sortir les cadeaux, et donc pour la première fois, j'ai pu mettre le DVD
de ce concert, Metallica et l'Orchestre Symphonique de San Francisco, SNM, évidemment, hein, petit jeu de mots coquin. Et ça a été la folie. Et on pouvait choisir, il y avait des options pour choisir les angles de caméra. Et sur certaines chansons, on pouvait voir l'intégralité du morceau ciblé sur Lars Ulrich. Et j'étais comme un fou à faire mon monkey en regardant comme ça et en essayant de reproduire. Je tapais dans le vide jusqu'à être en sueur. Je bourrinais par terre avec les pieds sans savoir ce que je faisais. Et les voisins du dessous pétaient un câble. Et c'est quelques semaines plus tard que mon frangin m'a dit, au fait, il paraît qu'à côté, dans la rue de la Croix-Nivert, il y a un studio de batterie, une école de batterie qui s'appelle France Percussion Studio. Et je crois que France Percussion Studio a fermé très récemment, donc repose en paix France Percussion Studio, mais c'est là-bas que j'ai commencé la batterie et c'est grâce à Lars Ulrich que j'ai commencé la batterie. Donc on pense ce qu'on veut de lui, aujourd'hui c'est un batteur très bancal, mais il a fait des trucs assez monstrueux et il est justement, puisqu'il y a pas mal de trucs de lui qui sont surcotés, on va dire, pas si difficile que ça à faire, eh ben c'est un très bon bout par lequel prendre la batterie, aussi parce qu'il y a une grande dimension progressive dans Metallica. Il y a pas mal de polyrythmie et il a une façon de placer ses caisses claires. Vous écoutez par exemple le live SNM et écoutez Call of Cthulhu, le premier morceau en instrumental, après la présentation par l'orchestre symphonique sur le thème du bon, la brute et le truand, The Ecstasy of Gold. Et voyez comment il place ses caisses claires. Tous ces placements de caisses claires et de grosses caisses qu'il met où il veut en fait, et qu'il accompagne très souvent d'une crash qui va tomber en plein au milieu de la mesure, ou sur le et du 1, ou sur le et du 4. Bref, c'est assez surprenant, et je pense que pour faire son oreille, façonner son assise rythmique sur des trucs qui ne sont pas évidents, c'est une très bonne école. Donc, définitivement, Lars Ulrich, faut s'y intéresser, ne serait-ce que pour la liberté du bonhomme, au-delà de sa technicité, j'ai même pas picolé hier soir. Et aussi parce qu'il y a des morceaux quand même assez rapides. Et l'aspect thrash metal de Metallica m'a aussi beaucoup aidé pour prendre de la vitesse, mais ça on y reviendra plus tard dans les questions. Mais c'est sûr que se forcer sur un morceau comme Battery ou Fight Fire with Fire ou sur Dyer's Eve, essayer de tenir le truc, ça vous force à trouver des combines pour garder le rythme. Et derrière, cette capacité à tenir la cymbale assez rapidement, ça m'a beaucoup aidé. Il faut que j'arrête de regarder du mauvais côté. Ça m'a beaucoup aidé. Bonjour. Bonjour. Ça m'a beaucoup aidé, sur d'autres styles de musique, tels que, par exemple, la funk ou les rythmes un peu soul sur des morceaux de Toto, ou les morceaux plutôt R&B. Voilà, des trucs comme ça. Ça vous aide à tenir. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est quand même assez rapide. Il y a eu ce monsieur, il y a évidemment eu, dans le style un peu speed d'ailleurs, le batteur de Offspring, parce qu'il y avait l'album Americana d'Offspring que j'écoutais en boucle avant même de me mettre à Metallica, mais à ce moment-là je l'écoutais juste parce qu'il me rendait fou et pas parce que j'avais l'intention de faire de la musique, je l'écoutais juste en boucle comme ça. Pretty fly for a white guy. J'ai vraiment l'impression, vu le contexte de cette vidéo, que je suis en train de faire mon testament vidéo, c'est fantastique. Donc, le batteur d'Offspring, mine de rien, il fait un peu tout le temps la même chose, mais si vous réussissez à placer le fameux plan d'Offspring, que vous retrouvez aussi dans pas mal de grooves de thrash metal ou de punk, qui est la chose suivante. Bref, ce truc-là, c'est pas facile du tout. Et ça fait les poignets. Donc, je dirais, écoutez du Offspring, particulièrement les premiers albums, ceux qui sont un petit peu plus vénères. Écoutez Lars Ulrich. Il y a eu évidemment beaucoup de Dave Grohl pour l'efficacité, là c'était pas pour le speed, mais la force de la frappe, et réussir à placer correctement le groove de Smells Like Teen Spirit de Nirvana, et ben c'est quand même pas évident. C'est vrai que ça marche pas sur cette batterie. Pas évident du tout, vous avez des doubles croches, mais vous êtes en train de faire des noirs sur la cymbale, sur la crash en l'occurrence, bref. Donc Dave Grohl, très bonne école.
Euh, je peux dire que Joey Jordison de Slipknot aussi, ça a été quelque chose. J'ai essayé de reproduire comme lui, mais là, techniquement, c'était un cran au-dessus, et il a fallu quand même pas mal d'années pour que je réussisse à revenir là-dessus et me rendre compte que j'étais capable de placer des morceaux tels que People Equal Shit ou des morceaux du premier album de Slipknot qui sont très très vénères, mais c'est aussi une bonne occasion par exemple de bosser du blast, des trucs comme ça. Donc ouais, définitivement, Joey Jordison, Slipknot, c'est assez vénère. Pareil, vous prenez les deux premiers albums, bon courage. Une bonne source d'inspiration. Oui, je sais que pour le moment, je vous parle essentiellement de free jazz, de musique lounge et de musique ethnique éthiopienne. Mais j'ai quand même commencé comme un gros furieux avec du hard rock et du metal, c'est comme ça. Mike Portnoy a changé ma vie. Évidemment, Mike Portnoy, batteur de Dream Theater, vous le savez déjà, je suis absolument fan de ce monsieur. Parce que là aussi, donc c'est pas tant en termes de vitesse, Mike Portnoy n'a jamais été un batteur très rapide, mais c'est plutôt au niveau de l'originalité des plans, de certains feels, des motifs qui m'ont valu une certaine notoriété dans mes vidéos sur YouTube, le fameux Mike qui tue. Voilà, c'est pas un peu fouillis. Donc Mike Portnoy, ouais, bouffer du Dream Theater pour moi c'est extrêmement important. Et pour ceux qui sont peut-être plus de l'ancienne école, je sais qu'il s'était lui-même énormément inspiré de Neil Peart, il me semble, le batteur de Rush. Donc voilà, un amour tout particulier pour Mike Portnoy. Écoutez des deux. Même si c'est devenu chiant comme ça, écoutez Dream Theater même jusqu'au dernier album qu'ils ont fait avec Mike Portnoy, à savoir Black Clouds and Silver Linings. Ça vaut totalement le coup. Et vous allez vraiment élargir votre vocabulaire. Je sais que pas mal de gens me demandent comment est-ce qu'on crée de nouveaux films, etc. Bah, ça commence par le fait de s'intéresser à des batteurs qui font preuve d'une certaine originalité, qui n'en sont pas très reconnaissables. Et Mike Portnoy en fait clairement partie. Un batteur très méconnu, mais qui est un monstre et qui a clairement été une de mes plus grosses influences, parce que je n'avais jamais entendu ce jeu-là. Il s'appelle Johan James. Johan comme Johan, 2 NE, et James comme James Brown. Et c'est le batteur d'un groupe qui n'est pas connu, mais qui reste l'un de mes groupes préférés, même si depuis quelques années ils font vraiment de la merde, qui s'appelle Threshold. Et Threshold sont par exemple les auteurs de la chanson Pilot in the Sky of Dreams, dont j'ai le titre tatoué sur le bras. Et l'album Dead Reckoning de Threshold est une tuerie en matière de metal, FM, il y a des mélodies absolument fantastiques, c'est énergique et assez sombre de bout en bout. Il ferait probablement partie de mon... Même, il fait partie de mon top 10, ça c'est une certitude. Si je devais me retrouver sur une île déserte après un crash d'avion, voilà, j'aurais Dead Reckoning dans la main, avec un lecteur CD si possible. Et j'invite tout le monde à aller écouter le live de Threshold qui s'appelle Critical Energy. Et Critical Energy est batteristiquement une tuerie. Allez écouter ce live, vous avez plein de vidéos sur YouTube. Ils ont pas de gueule, les angles de caméra sont pas top, le chanteur avait fait de la merde et il est en playback, mais écoutez, regardez le live ou alors écoutez ça, mais prêtez attention à la batterie, à la finesse, à la puissance. Je ne connais pas d'autres batteurs comme ça, clairement pas. Donc, Johan James, absolument monstrueux, et là encore une place toute particulière dans mon cœur. Bon, il va peut-être falloir que j'enchaîne. Gavin Harrison de Porcupine Tree est l'un des batteurs les plus monstrueux de cette planète. Donc Gavin Harrison, Porcupine Tree, allez fouiller ça. Prenez l'album par exemple, délectez-vous de l'album In Absentia, mais façon de bout en bout, on peut ne pas aimer Porcupine Tree, mais la batterie, il y a déjà la production, la qualité du mix, et Steven Wilson est particulièrement célèbre pour ça, mais vraiment, Gavin Harrison, allez vous renseigner sur ce mec, c'est le terme qui me vient quand je pense à son jeu de batterie est délicieux. C'est un batteur absolument délicieux. Une mise en place, machine. Je suis un fan presque inconditionnel de Toto, comme vous le savez, et donc il y a 2 batteurs que je vais ajouter à cette liste, et puis après on va passer à autre chose, ça fera déjà pas mal. Ah non, il y en a encore d'autres. Jeff Porcaro, très important, simplicité de jeu, mais mine de rien, il faut réussir à tenir les trucs, faut groover, faut être en place, faut réussir à tenir ces foutus de croche sur la Charleston, à la main droite si vous êtes droitier, à la main gauche si vous êtes gaucher, ou même à la main gauche si vous êtes gaucher, je vous encourage. Je précise que j'encourage maintenant tout le monde à prendre en jeu décroisé, mais ça c'est encore une autre histoire. Simon Phillips, d'une efficacité de... Enfin, parfois il y a eu des périodes pendant lesquelles il en a trop foutu, mais
Simon Phillips est phénoménal. Putain, quelle frappe. Et là, pareil, quelle créativité aussi. Donc, Toto, écoutez du Toto les enfants. Et ça touche à tellement de choses, à tellement de styles différents, parce que c'est ça votre intention aussi, c'est d'élargir votre vocabulaire. Quand vous voulez vous jouer du métal, vous voulez jouer du thrash, vous allez écouter du jazz. Bref, c'est l'idée. Et allez, un petit dernier pour la route, Stuart Copeland. Stuart Copeland des Police, parce que personne n'a joué et personne ne joue aujourd'hui comme lui. C'est pas le meilleur batteur du monde, mais c'est un jeu absolument unique et les mises en place, réussir à jouer en gardant le tempo et en gardant la notion de là où se trouve le premier temps des morceaux tels que Roxanne, c'est pas évident du tout. Donc Stuart Copeland, il faut que j'arrête de faire ça, sinon il faut que je prenne un accent rital, je serai plus crédible. Apprendre sans blabla me demande si la batterie aide à choper plus de nanas, sauf que je répondrai que la batterie est ce qu'on appelle communément dans le jargon du day game un aimant à chatte, mais rien ne vaut le fait de chanter et d'avoir une guitare. C'est pour ça que je m'y suis mis d'ailleurs. Max Hypers me demande si c'est bien de jouer pieds nus. Alors je ne suis pas sûr pour une raison simple qui est que, bon déjà il y a les notions d'hygiène si vous partagez ça avec pas mal de monde, si vous partagez la même pédale avec pas mal de monde, mais au bout d'un moment si vous transpirez ça glisse, donc c'est pas top. En revanche, il vaut mieux éviter de jouer avec des grosses grolles. Donc en fait jouer en chaussettes, ou vous aurez probablement déjà vu des batteurs jouer, faire des lives avec des petits chaussons, des trucs comme ça, voilà. Donc quelque chose effectivement qui fasse que le contact est direct ou presque direct entre le pied et la pédale, mais peut-être pas pieds nus non plus, si vous risquez de vous mettre à transpirer et de refiler des ampoules et de la moisissure aux batteurs qui passeront ensuite dans la salle de Luna Rossa. Donc, Max Hypers toujours me demande si j'ai des conseils pour des exos de double pédale. Alors j'avais fait une vidéo dont je vais remettre le lien dans la description sur la double pédale justement, donc je ne vais pas répéter les motifs que j'avais mis là-dedans. En revanche, j'ai un gros conseil à vous donner, un bon exercice en fait. Première chose, dissocier à fond les coups, ne pas être trop pressé de faire du comme ça, mais faire du un pied puis l'autre. Et je pense qu'un des meilleurs exercices que vous puissiez faire est de, tandis que vous jouez droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche avec le pied, par-dessus vous jouez un paradiddle, un moulin, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des inversions main-pied qui vont se faire progressivement. Donc il va y avoir une phase pendant laquelle les mains et les pieds vont être calés et une phase pendant laquelle ils vont être inversés. Et ça vous fera redoutablement progresser, pour être beaucoup plus précis. Donc droite, 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 gauche, droite, avec les mains, et vous avez remarqué, au pied, je continue de faire droite, gauche, droite, droite. Droite, gauche, droite, gauche. Voilà. Pardon, c'est un petit peu bancal. Ouais. Je suis plus un grand batteur de métal, vous savez. Enfin, je suis plus un grand batteur tout court d'ailleurs. Je suis plus dans le game. Que faire, toujours Max Hypers? Il y avait beaucoup de questions. Que faire quand on arrive devant sa batterie? Bosser sa technique, apprendre des morceaux, travailler des morceaux qu'on connaît déjà, répéter, apprendre. Alors ça, évidemment, ça dépend totalement de ce que vous voulez faire, les enfants, mais ce que je vous recommande, c'est de bosser. Et ce que je fais, plus en fait, mais ce que je ferais si je bossais sérieusement la batterie, serait que je commencerais par faire un petit peu n'importe quoi, me défouler, et je sais que tôt ou tard, je vais tomber sur un plan que j'aime bien et que j'ai du mal à faire. Et dès que c'est le cas, je le répète jusqu'à ce que ça passe. Tout simplement. Gardez un petit carnet de bord, c'est valable pour la batterie, c'est valable aussi pour la guitare, instrument que je bosse beaucoup depuis un petit moment maintenant. Et vous trouvez souvent un super plan, et derrière vous l'oubliez. Et vous auriez bien aimé pouvoir l'intégrer à votre vocabulaire batteristique global, mais juste, vous ne l'avez pas assez répété. Donc,
notez les trucs, ou prenez des petites vidéos. Une fois que vous êtes capable de le placer, ou même si vous n'êtes pas encore capable de le placer, vous savez que c'est ça que vous voulez faire, faites-vous un petit journal de bord, vidéo ou écrit ou audio, peu importe, des exercices que vous pratiquez. Voilà. Sinon, faites-vous plaisir. Si vous avez envie de jouer des morceaux, c'est juste pas la même chose, quoi. Il y a des moments, il y a un temps pour le kiff et il y a un temps pour la pratique un peu sérieuse. Juste quand vous faites de la pratique sérieuse, faites-le vraiment. Et dès que vous tombez sur ce truc que vous avez du mal à placer, soyez honnête avec vous-même, ne vous dites pas oh, allez, on verra la prochaine fois, bossez-le sérieusement. Ça répond pas très en détail à la question, mais c'est vrai que ça dépend totalement de l'approche qu'on a de l'instrument, de nos ambitions. Est-ce que vous voulez être juste un bon batteur de rock? Dans ce cas-là, vous mettez du AC/DC, vous jouez en playback. Très important de jouer en playback aussi pour développer votre tempo et avoir une bonne assise rythmique. Donc, tout ça est valable. Mais juste, il y a un temps pour le fun, il y a un temps pour bosser un truc qu'il faut que vous bossiez, même si ça vous emmerde, et il n'y a pas beaucoup d'entre-deux. Commencez pas à bosser un petit peu un truc et puis finalement, bon, voilà. Mais je me répète. Dan Bott me demande quel est l'intérêt de la créativité pour progresser, même si c'est une question très générale. Je pense que ça rejoint directement ce que j'étais en train de vous dire. L'intérêt de la créativité pour progresser, c'est ça. Créez les motifs que vous avez envie de jouer et que vous galérez à jouer et forcez-vous à apprendre à les faire. Soyez aussi créatif que vous voulez, mais bossez-les à fond. Soyez sûr de bien les maîtriser et notez-les, enregistrez-les. Et écoutez un maximum de musique. Écoutez un maximum de batteurs et essayez, forcez-vous à repiquer les plans. Et quand vous entendez un truc comme ça, travaillez votre oreille. C'est chiant au début, mais ça finit par rentrer. Il faut que vous appreniez à distinguer à l'oreille ce qu'était une grosse caisse, une caisse claire, une Charleston, une ride. Quand est-ce que c'est une grosse caisse ou quand est-ce que c'est un tom bass par exemple, c'est un truc qui peut être un petit peu confusant au départ. D'autant que ça dépend totalement du mix de la batterie, de l'enregistrement que vous écoutez, du support sur lequel vous écoutez la musique, selon que ce sont des enceintes multimédia ou du Bang & Olufsen à 3 000 €. Donc, répétez les mêmes plans. Vous entendez un truc, ne renoncez pas tout de suite, forcez-vous à travailler votre oreille. Essayez de repiquer les plans à l'oreille. Pour le reste, pour la créativité, sois aussi créatif que tu veux, mon cher Dan, tant que tu apprends à maîtriser ce que tu as créé. Dan me demande comment bien moduler sa puissance de frappe sur les cymbales. Je le fais exactement de la même manière que je le fais sur les toms, c'est-à-dire que quand je le travaille, je ne le travaille plus, puisque maintenant je connais tout, je maîtrise tout, je suis le roi de l'univers et je suis au-dessus de tout ça, mais à l'époque à laquelle j'étais jeune, naïf et incompétent, et ce que j'apprends encore à mes élèves, c'est de nuancer au maximum entre les coups accentués et les coups faibles. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Évidemment, il y a des intermédiaires, mais ça viendra progressivement. Si vous commencez à le travailler, alors que vous n'êtes pas déjà à l'aise là-dessus, avec des niveaux, des degrés de frappe intermédiaires, vous allez juste vous planter, surtout quand vous allez accélérer. Et à la fin, ça va faire de la bouillie. Donc je pense que la meilleure chose à faire quand vous travaillez les nuances, c'est de varier entre les coups les plus forts possibles et les coups les plus faibles possibles. Je viens de me rappeler d'ailleurs que, évidemment, John Otto de Limp Bizkit est parmi mes batteurs préférés. Il faut absolument l'écouter. John Otto, Limp Bizkit, que ce soit les albums Results May Vary ou l'album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Quel beau nom! Allez, écoutez ça, très important. J'avais fait une vidéo sur John Otto, donc je vais aussi la mettre dans la description. Allez, aujourd'hui c'est open bar. Voilà. Concernant aussi la question à laquelle j'étais en train de répondre, vis-à-vis des intensités et des coups, bossez vos accentuations. Ça n'a jamais été tellement un problème de le faire sur quelque élément que ce soit, à partir du moment où je savais le faire sur la caisse claire, mais bossez les accentuations, là aussi je vais mettre les liens, mais ça, en gardant en tête cette idée que vous allez avoir les coups les plus forts possibles et les coups les plus faibles possibles, et quand vous allez accélérer ça, comme ça vous allez réussir à garder un truc qui ne soit pas de la bouillie de son. Et puis après, une fois que vous maîtriserez ça, vous n'aurez pas de difficulté à faire des variations dans les intensités. Je pense pas, j'en ai jamais eu, il n'y a pas de raison que je sois plus privilégié qu'un autre à ce niveau-là.
Dernier détail important concernant ça, tout de même, décortiquez vos rythmes à mort, parce que vous allez avoir tendance, quand vous donnez un coup faible quelque part, à donner un coup faible partout ailleurs. Donc entraînez-vous à donner par exemple un coup faible, en même temps qu'une grosse caisse qui soit bien forte. Reprenez les vidéos que j'avais faites sur les accents, et accessoirement il y avait tout l'angle sur les répartitions. Entraînez-vous à ça les enfants. Bien moduler sa puissance, ça c'est fait. Maîtriser les rim shots, pas grand chose à ajouter si ce n'est que... Allez-y quoi, tapez à peu près au centre et inclinez la baguette pour que le corps touche le cerclage. Je vous invite à apprendre à bien les faire. En revanche, je vous invite à ne pas les faire tout le temps, surtout sur une vraie batterie. Quand vous donnez un rim shot, c'est un véritable coup de feu, ça flingue les oreilles de tout le monde. Donc, les rim shots, usez-en, mais n'en abusez point. Julie D me demande comment travailler la vitesse. Et je pense que la meilleure chose à dire est que, déjà, il faut être décontracté. Alors, comment est-ce qu'on est décontracté ? J'avais fait une vidéo vers laquelle je renverrai aussi sur le grand secret, pourquoi vous n'arrivez pas à progresser. Donc, allez voir cette vidéo. Mais un truc qui m'a beaucoup aidé à prendre la vitesse, ça a été tout simplement de bosser des morceaux de thrash metal dont je parlais tout à l'heure, que ce soit dans le style de Offspring, mais aussi du Metallica avec Battery, Dyer's Eve, Fight Fire with Fire et peut-être même d'autres. Vous n'allez pas avoir le choix à un moment. Forcez-vous, ça tire, mais vous êtes petit à petit, si vous voulez réussir à trouver un moyen de garder le tempo, vous êtes obligé de trouver des petites combines. Et la clé, en fait, vous pourriez devenir une vraie machine de guerre et travailler votre gâchette. Alors ça, la gâchette, évidemment, c'est le truc indispensable si vous voulez prendre de la vitesse. Vous pourriez faire ça pendant des heures, donc vous pouvez simplement travailler vos frisés avec des coups d'intensité identiques, d'accord ? Travailler vos frisés droite-gauche et faire des descentes de tom, faire ça sur un seul élément, peu importe, comme ça, vous forcez à le faire partir. Essayez d'aller de plus en plus vite, mais tôt ou tard, ça va vous saouler et ça va pas mal chauffer. En fait, le problème, c'est de toujours solliciter exactement les mêmes muscles. Ce qui me permet de garder la vitesse, même quand je fais du... Comme ça, c'est que je varie l'intensité des coups. Et donc ça rejoint aussi la question précédente sur les nuances sur les cymbales. En fait, ce qui permet de tenir, c'est non pas de jouer par exemple un rythme de base de façon aussi mécanique, pour ainsi dire, avec des coups d'intensité égale tapés au même endroit, mais le fait de rajouter un motif d'accentuation et de par exemple faire un coup sur deux qui soit fort à l'autre qui soit faible, ça fait que c'est pas toujours les mêmes muscles que j'utilise. Donc le truc classique c'est 1 et 2 et 1. Donc tantôt je vais utiliser ma gâchette et lancer mon avant-bras, tantôt ça va être un petit coup de poignet sur le retour. Et donc ça permet que ce ne soit pas toujours le même muscle qui soit utilisé et donc qu'il ne surchauffe pas trop et donc gagner de la vitesse. Autre point très important, à un moment, acceptez que aller vite nécessite de partir de plus bas. Parce que forcément, vos coups gardent la même amplitude, mais vous êtes censé les enchaîner à une fréquence plus importante. Et donc à un moment, ça ne va plus être tenable. Il arrive une vitesse à laquelle vous êtes obligé de partir d'un peu plus bas. Or, comme ça a été relevé dans une des questions suivantes, on a tendance à associer le fait d'aller lentement avec le fait de frapper doucement et le fait d'aller vite avec le fait de taper comme un bourrin, ce qui est totalement contre-productif. On voudrait exactement l'inverse. Quand on va lentement, on ne veut pas forcément, mais on veut être capable d'aller lentement et de donner des coups bien forts comme ça, et d'aller vite et de donner des coups qui partent de bas.
Et pour ça, rappelez-vous, je vous renvoie à cette vidéo sur le grand secret, pourquoi vous n'arrivez pas à progresser. Dissociez vos coups, mes enfants. Pensez pichenette. Pensez pichenette. Ne pensez pas vidéo au ralenti. Ou alors. Ouais, Corica, c'est aussi sponsorisé par Happy Tree Friends. Quelle horreur! Faut que j'arrête avec cet horrible dessin animé. Donc, travaillez la vitesse. Conclusion, dissociez bien vos coups, un puis l'autre, et variez les intensités. Avec les motifs que vous voulez, vous pouvez simplement commencer par 1 sur 2. Pam, 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 pam. Pas évident d'appliquer ça à tous les rythmes que vous connaissez déjà, parce que vous allez vous retrouver parfois à devoir donner des coups de caisse claire forts en même temps qu'un coup de charlet de cymbale qui est faible. Ok, ou un coup de grosse caisse qui est fort en même temps que ça. Bref, André Freitas me demande comment effectuer un cross-stick. J'ai pas la recette miracle, mais alors effectivement il y a des batteries électroniques sur lesquelles on ne peut tout simplement pas le faire, et là on peut pas vraiment épaler, sauf à faire allez, taper comme ça. Sur une vraie batterie, du moins, vous reposez simplement votre baguette comme ça, et vous trouvez, c'est une question de dosage et c'est aussi une question de goût, parce que certains préféreront peut-être avoir un cross-stick qui est plus grave que d'autres, mais vous dosez comme ça. L'important pour moi, c'est de bien reposer la main ici. Alors, vous reposez la main, vous reposez la base de votre paume, et vous allez juste taper comme ça sur le centre. Et vous tâtonnez pour trouver la hauteur de note qui vous correspond le mieux. Mais là, pareil, sur la HD1, je ne peux pas vraiment le faire. Mais j'ai jamais pris de cours sur le cross-stick, j'ai essayé, j'ai vite compris le principe et ensuite j'ai été plus ou moins à l'aise. Entraînez-vous, un truc qui est pas mal du tout, à passer du cross-stick à la position normale assez rapidement. Ça rend rien sur cette batterie, mais vous avez compris l'idée. Vous avez par exemple le pont sur la chanson Rollin' de Limp Bizkit justement, où il fait un truc comme ça, pas mal du tout. Il alterne assez rapidement entre cross-stick et caisse claire, et coup de caisse claire normal en visant le centre. J'imagine que Stuart Copeland, avec le côté reggae, parce que les batteurs de reggae aiment beaucoup le cross-stick, s'en est beaucoup servi aussi. Le fait ça peut aller assez rapidement, donc il y a un petit peu ça. Et qui sont les meilleurs batteurs du monde? Donc, évidemment, les meilleurs batteurs du monde sont ceux auxquels je me suis intéressé, s'il n'y en a pas d'autres. Évidemment aussi, ça ne veut rien dire, ça dépend totalement du domaine. Il y a tous ceux que je vous ai déjà cités, il y a des grooveurs absolument terribles là-dedans. Si vous voulez, par exemple, parmi les... Vous avez le batteur le plus rapide du monde qui est Mike Mangini. Même si j'ai horreur de son groove, ça reste le batteur avec les mains le plus rapide du monde. Donc, si c'est votre style, allez écouter du Mike Mangini. Si vous voulez de la créativité, un truc plus organique, allez écouter par exemple du Simon Phillips, allez écouter du Gavin Harrison, d'ailleurs les deux sont assez potes je crois, écoutez aussi du Mike Portnoy, mais ça c'est pour du progressif. Si vous voulez écouter un putain de bon batteur par exemple de R&B, vous avez toute cette école qui est monstrueuse, une école américaine, c'est souvent des gros blacks qui accompagnent des batteurs, enfin des chanteurs, des artistes tels que Ariana Grande ou Justin Timberlake. Toute cette école soul, R&B américaine, les mecs ont des frappes redoutables, ils sont d'une précision folle, on dirait, en fait, et techniquement ils sont fous quoi. Donc vous allez avoir là-dedans du Tony Royster Jr., même si bon, il est très connu en tant que batteur indépendant. Maintenant, vous ne les écoutez pas forcément Tony Royster Jr. pour les artistes qui l'accompagnent, mais écoutez Tony Royster Jr., il est absolument fou. Écoutez aussi Aaron Spears, le batteur d'Ariana Grande en ce moment, mais c'était le batteur de Usher, un gros Renoir, qui est, je veux dire, ça groove, c'est assez fou. Et ça tourne énormément autour de cette fameuse lecture linéaire qu'on ne retrouve pas beaucoup dans le rock au départ. C'est plus un truc de R&B. Donc ça, c'est très très intéressant. Au niveau du jazz, je suis pas un grand batteur de jazz, je n'en écoute pas tant que ça, mais je suis très fan d'un Miles Davis ou Pat Metheny. Pat Metheny Group, c'est une de mes principales influences musicales, mais au final, c'est pas ce que je joue directement. Buddy Rich, prenez-vous un batteur, prenez-vous Dédé Shekarelli ou n'importe quel batteur de jazz, comme ça, de toute façon, le niveau est tellement monstrueux que vous aurez déjà matière à bosser. Donc voilà, vous avez plein d'exemples pour du métal, du rock, vous voulez...
écoutez de la salsa, prenez, j'ai oublié son nom, mais en fait, prenez-vous, allez sur Drummer World et, euh, et faites votre shopping, quoi. Alors, Max BG, peut-être Bégère, mais j'espère que c'est pas Bégère pour lui, donc on va dire Max BG, qui me demande comment jouer des doubles croches avec le mouvement de poignet et de bras qui monte et qui descend. Je ne suis pas du tout sûr de comprendre ce que tu me demandes, malheureusement. Max, est-ce qu'il s'agit de la méthode Moeller, la fameuse méthode qui consiste à lancer la baguette, puis la rattraper? Peut-être que c'est ça. Ou est-ce qu'il s'agit simplement de ce dont je parlais tout à l'heure? Vous allez tantôt lancer la baguette comme ça avec le bras, puis récupérer avec le poignet. Si c'est ça, ce que je suggère vraiment, pour moi la meilleure chose à bosser, que vous allez retrouver autant dans du R&B que dans les styles, le shuffle ternaire à la Rosanna. Au final, ce mouvement, c'est quoi? C'est un coup donné, un coup fort, accentué, donné sur la tranche de la Charlie avec le corps de la baguette, suivi d'un coup faible, mais en fait que vous allez donner quand même, il ne faut pas l'envisager comme étant faible, il sera faible de base, sur le dessus de la Charlie avec l'olive. Et bon, c'est ça, en n'avançant pas trop, en limitant les mouvements, en ne basculant surtout pas de droite à gauche, c'est comme ceci, voilà, juste incliné comme il faut pour que ça touche uniquement la tranche, et comme ceci, avec l'olive. Voilà, vous lancez et vous récupérez sur le retour. Plus facile à dire qu'à faire, mais à bosser. Comment inventer ses propres feels? Soit, comme je le disais tout à l'heure, vous partez dans des improvisations, quitte à faire un peu n'importe quoi, mais dès que vous entendez un truc qui vous semble bien, vous le faites tourner jusqu'à ce que ça rentre bien. Soit, et en fait c'est même le plus important, au final, il n'y a pas de secret. L'improvisation, si vous voulez improviser correctement, vous devez puiser dans une banque de données qui est déjà bien établie. Donc en fait, il n'y a rien de tel que de retranscrire des morceaux existants. Et d'en faire tellement qu'après, vous intériorisez tous ces fils et ils vont s'enchaîner tout seuls naturellement. Mais on fait l'erreur de croire, en batterie comme en musique en général, que quand on peut improviser, ça sort de nulle part, c'est un don du Seigneur, ça vient de l'éther. Non, pas du tout, c'est des plans que vous avez tous bossés, un à un, et qui sont enfouis et parfaitement intégrés. Donc, comment inventer ses propres feels? Soyez sûr de progresser en écoutant un max de musique et en retranscrivant un maximum de morceaux, en vous forçant à faire travailler votre oreille. Et une fois que vous aurez ces notions de base, lancez-vous dans une impro, qui vaudra ce qu'elle vaudra, et dès que vous entendez un truc qui vous fait vous dire « Ah, c'est pas mal ça », jouez-le en boucle. Mais il vous faut déjà une base, et cette base, c'est de retranscrire des morceaux existants. Godson Drummer me demande comment est-ce qu'on fait un break sur 12 temps. Voilà, c'était un break sur 12 temps. Dernière question. Comment jouer moins fort sans jouer moins vite? J'ai fait allusion tout à l'heure. Et inversement, donc j'imagine comment jouer plus fort sans jouer plus vite. La clé, encore, est dans le fait de dissocier vos coups, comme j'en parlais dans la vidéo Le Grand Secret. Un coup faible n'est pas un coup mou, c'est pas pof, un truc comme ça, donnez tout lentement. C'est un coup qui reste sec. Entraînez-vous à jouer sèchement. Ne faites pas du 1 et 2 et, ou alors du 1 et 2 et. Gardez des coups bien secs. 1 et 2 et, en y allant à fond, ou en allant doucement. 1 et 2 et. Et à partir du moment où vous êtes capable de faire ça, il n'y a plus de lien entre la vitesse et l'intensité. Ça peut être du... je peux aller très vite. Ou alors je peux aller très lentement et à fond. Ça suivra, ce sera logique. Dissociez vos coups et donnez-les de façon sèche,
que ce soit des coups forts ou que ce soit des coups faibles. La clé est là. Bien, on a fini avec toutes les questions que vous m'aviez posées. Je vais donc, comme promis, conclure sur un dernier petit rythme qui tue, à savoir celui de Map of the Problematic, qui consiste à faire la chose suivante. Vous avez des ouvertures de Charleston, vous avez des coups sur la pièce claire. En gros, vous faites 16 doubles croches, droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Je vous le présente quand même. Pas mal quand même. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est sur cette durée-là. 16 coups, droite-gauche, 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 etc. Vous allez, pour commencer, taper sur la Charleston, accompagnée d'une grosse caisse, sur les coups suivants. Le 1 et le 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et également sur le 8 de la première moitié, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le dernier coup est sur le 3 de la deuxième moitié. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas la grosse caisse, une grosse caisse ultra précise, même quand elle tombe en même temps que la main gauche. Je sais qu'on n'est pas autant à l'aise pour faire ça, mais il faut que ce soit en plein dedans. Dissociez vos coups, tout se passera bien. Ça, c'est pour la version sans ouverture de Charleston. La difficulté vient du fait qu'on rajoute des ouvertures de Charleston. Comment on fait ça? À chaque fois qu'on va intervenir sur la Charlet, il faut qu'on lève le pied une fraction de seconde avant, donc travaillez-le hyper lentement. Le premier coup, puisqu'on accentue sur, on fait une Charleston ouverte sur le 1 et le 3 par exemple, ça va être 1, comme ceci, avec la grosse caisse. Donc il faut que j'ai levé mon pied juste avant, pour faire en sorte qu'au moment où l'impact se fait avec ma baguette, elle soit déjà ouverte. Et comme ça me fera ça, et non pas du un truc à peine ouvert. Et il faut refermer la Charleston pile sur la double croche qui suit. Donc par exemple, si j'enchaîne 1 et 2, ça va faire 1, 1. Donc on referme la Charleston en tapant bien avec le pied gauche. Tout du long, là j'ai le talon à plat, sinon on se casse la gueule. Donc gardez le talon à plat, levez bien le pied sur les ouvertures et relevez et rappuyez bien à fond, sèchement sur les fermetures. 1, 2. Donc puisque j'ai une ouverture sur le 1 et le 3, je vais avoir une fermeture sur le 2 et le 4, en même temps que la main gauche. 1, 2, 3, 4. Ok? 5, 6, 7, 8. Là c'est l'inverse. Donc je vais avoir mon ouverture avec la main gauche, j'ai ma grosse caisse, j'ai levé mon pied juste avant pour que l'impact se fasse sur une Charleston déjà ouverte. Et cette fois-ci, puisque je referme sur le coup d'après, j'étais sur le 8. Donc je referme sur le 1 de la deuxième moitié, qui va être en même temps que la main droite. Donc la fermeture au pied gauche va se faire en même temps que la main droite sur le 1. Donc 8, 1. Sacré gymnastique ce truc-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. J'espère que vous comprenez bien. C'est pas évident, c'est pas un truc de débutant. Et la dernière ouverture se fait sur le 3 de la deuxième moitié. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un 3, donc c'est une main droite. Vous l'aurez compris, si c'est 1, 3, 5, 7, c'est la main droite. Si c'est 2, 4, 6, 8, c'est la main gauche. Donc sur le 3, vous avez cette ouverture avec la main droite, en même temps qu'une grosse caisse. Vous avez déjà ouvert la Charlie juste avant, et vous la refermez juste après sur le 4, en même temps que la main gauche. Le motif complet nous fait donc 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hyper sec sur les fermetures de Charleston, c'est ça qui fait tout l'effet. Et après, quand je suis vraiment à l'aise, là je le fais quand j'accélère avec le talon levé,
parce que vu que je suis pas en train de le bosser lentement, ça fait pas que je me retrouve déséquilibré comme ça pendant 3 pompes. Donc... C'était le final le plus moche de l'histoire. J'espère que toutes ces informations vous auraient été utiles. Je vous aime. J'avoue que je suis un petit peu ému à la fin de cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, vos encouragements. Je suis extrêmement heureux d'avoir pu vous aider dans votre épanouissement batteristique. Et j'espère que vous me suivrez dans cette grande aventure qui va être maintenant le gros de ma vie, à savoir le développement personnel, particulièrement ciblé sur la question de l'innovation, de la technologie, comment utiliser toutes ces choses-là pour être la personne la plus heureuse et épanouie qui soit, et du moins réussir à naviguer sans trop d'encombre dans tout ce qui nous attend, et Dieu sait qu'il y a pas mal de choses qui nous attendent. Et au travers de toutes ces épreuves, l'important sera de savoir se faire plaisir et de se contenter des petites choses. Se faire plaisir et se contenter des petites choses, ça veut aussi dire faire de la batterie et kiffer sa race. Si malgré tout ce que je vous ai dit, vous avez toujours envie de vous abonner à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne, ça me fera très plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, vous pouvez m'aider en contribuant à mes nombreux projets que je fais essentiellement pour vous sur ma page Tipeee, un petit tips comme ça. Vous pouvez évidemment retrouver toutes mes méthodes de batterie, à savoir les deux, sur mon site internet vincent-carboulade.com dans la rubrique boutique. C'est pas cher et il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ça fait des années que je les utilise et j'ai pas eu besoin d'en trouver plus. Donc voilà, pour 10 €, vous avez les deux. Ça vous aidera toute votre carrière de batteur. Likez, commentez, partagez, faites vivre la communauté. Envoyez-moi des mots d'amour parce que je m'en lasse jamais. Prenez soin de vous. 3, 2, 1. Vive le batteur. Et vive vous.